Donc, quand on se retrouve dans cette configuration, on ne peut pas rester là les bras croisés en espérant que la solution va venir du Saint-Esprit ou encore ils vont se lever d'un bon matin et se retrouver en exil et vous laisser le pouvoir. Non, c'est une faute grave, c'est une lâcheté vis-à-vis de l'histoire du Congo, c'est oublier les efforts de nos martyrs, c'est oublier le sacrifice de nos martyrs de 2015, de 2016, sans oublier ceux qui ont payé le prix fort aussi en 98 après le retour du putsch militaire de M. Denis Sassou Nguesso. C'est une faute très grave et l'histoire, puisque rien ne s'oublie, la génération qui nous observe, la génération qui vient, va retenir qu'on a eu une génération des aînés, il y a eu une génération des Chris Mbouiti qui ont choisi d'ouvrir un boulevard à ce monsieur-là. Et ce n'est pas notre attitude à nous en tant qu'activistes. Nous sommes contre cette démarche de faire. Nous pensons qu'il y a une meilleure manière d'organiser les choses, il y a une meilleure manière de proposer un cadre d'expression qui va permettre aux Congolais de défendre leur vote, de se battre pour que Denis Sassou Nguesso ne se repositionne pas. Nous connaissons les méthodes, nous ne sommes pas naïfs. Ce qu'il faut déjà que les Congolais comprennent, c'est que l'abstention ne servira qu'à l'agenda de Denis Sassou Nguesso. Et en tant que bon dictateur, tout dictateur souhaiterait qu'il y ait des citoyens qui fassent la promotion de l'abstention parce que la dictature a les moyens de l'État. Ils peuvent, même grâce à la technologie, présenter des images qui sont manipulées pour montrer une forme de mobilisation. Dans le passé, ils ont déjà utilisé des hackers où ils sont allés chercher une compétence à l'étranger pour justement bidouiller les choses. Donc, nous savons comment ce régime-là fonctionne. Donc, il faut absolument marteler et insister sur le fait que l'abstention ne sert qu'à un régime tyrannique. Puisque l'abstention, depuis que le monde est monde, M. Christian Perrin, aucun dictateur n'est tombé parce que le peuple est resté dormir à la maison. Ça, il faut que les Congolais le comprennent. 5 millions, il y a des Congolais brillants qui pourront travailler, il y a du temps encore pour le faire, pour, arracher le but au jour d'aujourd'hui. Nous savons qu'aller à l'élection, dans les conditions actuelles, sera une faute grave. D'ailleurs, c'est ce que même soulignent aussi certains opposants que vous avez eu à recevoir dans votre émission, pour ne pas le citer, mon aîné Clément Mirassa. Il a bien souligné que dans les conditions actuelles, aller, c'est une faute grave. Et même nous, nous sommes conscients que aller maintenant là, dans les conditions actuelles, c'est une erreur. Mais on ne peut pas se limiter à ce triste constat. Il faut se battre. Se battre, c'est quoi? C'est créer les conditions d'un rapport de force qui va permettre au peuple d'arracher la machine à tricher du main du PCT en tant que Oui, Congolais. mais tel que les choses sont parties, oui, vous dites que vous pouvez tout organiser en un laps de temps, et vous l'avez d'ailleurs démontré, ça c'est déjà fait, hein, il y a des expériences là-dessus. On peut donc rappeler 2015-2016, mais imaginons qu'on arrive jusqu'en mars 2026 et que, voilà, Denis Sassou Nguesso ne cède à aucune condition de transparence. Qu'adviendra-t-il? Ben, rappelez-vous, je vais répondre à votre question, je ne fuis pas, mais rappelez-vous qu'en 2017, déjà, l'Union africaine avait pointé du doigt notamment l'incapacité des autorités congolaises à fournir des statistiques sur le corps électoral. Donc, nous avons déjà des points sur lesquels nous pourrons exploiter justement pour créer un rapport de force et faire un blocus. Imaginez que, par exemple, on n'a pas gain de cause, mais on a des prétextes là valables pour aviser et puis passer à d'autres actions. Rappelez-vous, par exemple, qu'en RDC, l'élection aussi a été reportée. Au départ, c'était pas en 2018. Kabila a vu une forte mobilisation qui lui impose, qui lui a barré la route face à son hold-up qu'il voulait orchestrer. Et quand le peuple s'est mobilisé, il n'a pas eu le choix de se dire, bon, au lieu d'aller dans la précipitation, bon, je prolonge et il cherchait à trouver d'autres stratagèmes. Mais le peuple lui a montré que, bon, si tu ne veux pas accepter nos conditions, mais on ne va pas te laisser gouverner. Et quand la date va passer, M. Denis Sassou Nguesso va devenir il est déjà illégitime, mais là, il sera encore bien plus illégitime parce qu'il n'aurait pas organisé les élections et parce que le peuple sera en droit de lui dire, bon, ton séjour est terminé, déjà que le séjour est illégitime, mais là encore, tu dépasses les délais, puisque si les élections sont toujours maintenues comme il a toujours fait dans le passé, entre la semaine du 15 au 20 mars, donc si, à supposant que c'est la période du 20 mars, et qu'un mois ou 2 mois avant, le peuple n'a pas eu gain de cause, mais le peuple va reprendre son impérium. On ne doit pas se mentir. Le pouvoir n'appartient pas à M. Denis Sassou Nguesso. Jeunes, laissez-moi vous dire que pour s'unir, il y a trois mots, trois grands vices
qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. On se plie. Nos ancêtres n'ont pas été lâches. Et si nous sommes lâches, nos enfants vont nous poser des questions. Bonjour Christian Bouty. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes activiste pro-démocratie, porte-parole du mouvement Ras-le-Bol, section France. Ce mouvement qui était d'ailleurs au centre de la campagne électorale 2016 pour le candidat général Jean-Marie Michel Mokoko. Merci en tout cas de participer à ce numéro de Droit de savoir qui porte sur des tendances déjà exprimées sur le pour ou contre la présidentielle de 2026 au Congo-Brazzaville. Les Congolais devront-ils prendre part ou non au scrutin de mars 2026? C'est à cette question que vous allez tenter de répondre. Mais avant, un mot sur la disparition forcée de Lassine Ouitti, président du Parti Les Socialistes, enlevé chez lui devant sa femme et ses enfants par des hommes armés et cagoulés le 11 mai dernier. Je vous propose, bien avant de suivre cet appel lancé aux Congolais par sa femme, de l'aider à retrouver son mari. Suivez. Bonjour peuple congolais, je suis Maïmouna Guépo et je partage ma vie avec Lassine Ouitti depuis plus de 7 ans. Nous avons 3 enfants. Comme vous le savez tous, mon mari Lassine Ouitti a été arrêté et enlevé par des hommes armés en civil devant moi et les enfants. C'était le 11 mai 2025 dans la matinée. Ils nous ont localisés, ils ont pris Lassine, ils l'ont bandé les yeux et ils sont rentrés dans leur voiture noire et ils sont partis. Quelques jours avant, Lassine était victime d'une agression. Cela fait déjà plus d'1 année que nous changeons de maison chaque mois pour des raisons de sécurité. Même si Lassine n'a jamais voulu que je me mêle de ses activités politiques ou de m'afficher publiquement, j'ai décidé de parler. J'ai décidé de parler parce que je suis inquiète, car cela fait plusieurs jours que nous n'avons pas les nouvelles de Lassine. Lassine n'est pas un voleur, il n'est pas un criminel, il n'est pas un terroriste. Il ne fait que dénoncer les injustices sociales dans notre pays. Je suis donc très inquiète de la disparition de Lassine et je demande au peuple congolais de m'aider à retrouver Lassine. Je remercie également tous ceux qui se sont mobilisés depuis l'enlèvement de Lassine. Je vous dis vraiment merci. Christian Bouty, votre commentaire sur cette disparition forcée de Lassine Ouitti. Vous avez certainement appris ce qui s'est passé et voici 1 semaine ou presque déjà, ça fait 6 jours. On ne sait toujours pas où est-ce qu'on l'a amené, de quoi lui reproche-t-on et pourquoi il a été enlevé et pourquoi cette manière de faire. Voilà. Déjà, Monsieur Christian Perrin, je vous remercie de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici discuter, échanger des questions qui minent la société congolaise. Donc, c'est un honneur pour moi d'être ici. Pour la situation qui se passe actuellement, c'est une situation que nous dénonçons en tant que défenseur des droits humains et activiste pro-démocratie. Et le message de Madame Mbouiti, la femme de notre camarade, hein, puisque le porte-parole de son parti est un ami qui est Martial Panucci. Donc, ce sont des frères qui se mobilisent. On se mobilise tous, on se bat pour justement le retour à l'état de droit et la restauration de la démocratie au Congo. Donc, la situation ne peut que nous peiner et nous dénonçons cela. Et d'ailleurs, c'est même aussi dans l'une de nos missions en tant que mouvement citoyen. On ne peut pas applaudir, on ne peut pas rester muet face à cette situation. Donc, c'est une situation qui devrait intéresser tous les Congolais épris de justice et les voix doivent se lever. Je salue déjà le travail de certains amis et acteurs de politique aussi qui ont porté leur voix
pour interpeller ceux qui ont l'effectivité du pouvoir et de leur rappeler qu'ils sont là. Normalement, la logique voudrait qu'ils soient là pour travailler et œuvrer pour les Congolais. Et œuvrer pour les Congolais, c'est aussi d'assurer leur intégrité physique et non de les menacer. Et nous savons tous que ces pratiques-là, elles sont systématiques au Congo, hein. Ça nous rappelle des vieux souvenirs qu'on pourrait partager tout au long de l'émission, mais c'est une situation que nous dénonçons et nous appelons les Congolais à se mobiliser autour de cette situation et que tout le monde s'approprie le message de Madame Luigi. On ne peut pas se taire lorsque un citoyen congolais vit une injustice, de surcroît. C'est une action arbitraire menée par le système et nous savons les méthodes. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous taire et nous ne pouvons que condamner ces actions. Merci. Alors, certaines langues, j'allais dire, certains observateurs de la vie politique congolaise estiment que par cet acte, bien sûr, d'enlèvement de l'opposant Lassine Ouiti, le régime tyrannique de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso montre son vrai visage, malgré bien sûr le vernis de la démocratie qu'il tente un peu de se couvrir. Et c'est aussi une campagne de répression qui finalement s'annonce contre les opposants, surtout qu'on va déjà vers les élections 2026, pour s'assurer probablement d'un nouveau passage en force. Et je partage totalement ce point de vue parce que, comme je l'ai dit hein, au début, c'est une pratique qui est monnaie courante au Congo. C'est des stratagèmes de conservation de pouvoir qui sont largement répandus au niveau du Congo parce que le système veut absolument conserver les acquis de son pouvoir, veut renforcer les piliers de son régime. Et ces méthodes-là, vous allez remarquer, à la veille des élections, à une année, à 2 ans, généralement c'est à une année de l'élection, ils augmentent la répression au niveau du Congo. Et ils recourent à des méthodes qui sont comme celles que nous sommes en train de voir, c'est-à-dire une répression, des enlèvements et des disparitions forcées. On se rappelle en 2021, c'était aussi l'occasion, hein, Chris Dangui était aussi enlevé par les mêmes moyens, les mêmes méthodes où on vient très tôt le matin, à 4 h, 5 h, ou encore très tard la nuit, pour venir prendre un citoyen dans son domicile sans donner l'itinéraire et toujours par les mêmes moyens, cagoulés, des voitures non immatriculées. Et c'est des méthodes que nous connaissons en tant qu'acteurs de la société civile, c'est des pratiques dignes d'un régime dictatorial. Et ce n'est pas pour rien que ce régime-là, c'est d'ailleurs l'unique, je peux dire, parmi les uniques réussites, si on peut l'appeler comme ça, là, dans leur côté. L'unique réussite de M. Denis Sassou Nguesso, c'est d'avoir réussi à mettre le Congo, malheureusement, dans la liste des régimes autoritaires, c'est-à-dire des régimes dictatoriaux. Il n'y a qu'à aller s'appuyer, aller voir le rapport de The Economist, les derniers rapports. Vous allez voir que le Congo occupe la 29e place en tant que régime autoritaire au niveau de la sous-région. Ça montre la nature de ce régime répressif, ce régime criminel, ce régime qui n'hésite pas de réprimer de manière systématique, de manière violente, les voix dissidentes qui s'élèvent ou qui critiquent les méthodes et les pratiques répandues au Congo. Parmi ces méthodes-là, on peut les citer, la liberté d'expression, l'espace civique qui est totalement verrouillé, qui est un cadre qui devait permettre à tout citoyen de s'exprimer librement, alors que les dispositions constitutionnelles qui nous ont imposées, je rappelle encore, après le coup d'État constitutionnel de 2015, malgré toutes ces dispositions-là, ils continuent à piétiner sur cette constitution-là. Donc on se retrouve dans un cadre violent et généralement ce sont des méthodes que ce système-là utilise, le contrôle de masse, la répression, une forte répression à la veille des élections. Et nous sommes partis pour une longue période de répression et de mobilisation de notre part, surtout nous, c'est-à-dire que ce soit la société civile ou les acteurs politiques, ou encore d'autres voix qui ne se taisent pas pour dénoncer les pratiques malsaines, autoritaires de ce régime. Venons-en à la question centrale. Les Congolais devront-ils prendre part ou non au scrutin présidentiel de 2026? D'aucuns disent que ça ne servirait à rien aux Congolais de sortir. Ils doivent rester chez eux, ne pas prendre part à ce scrutin. Vous, quelle est votre posture? Bon, notre posture a toujours été claire, il faut se battre. Aucune liberté est servie sur un plateau d'or. Toutes les libertés, que ce qu'elles soient les droits civiques et politiques,
dans d'autres pays, les peuples se sont battus pour les arracher. Les droits civiques aux États-Unis, il y a bien eu des figures qui se sont démarquées pour arracher ces droits-là. Si au jour d'aujourd'hui, là, dans certains pays, des Noirs peuvent s'asseoir maintenant dans des bus, c'est parce qu'il y a eu des générations qui se sont battues pour arracher ces droits-là. L'apartheid, si ça a été aboli, c'est parce qu'il y a eu des générations qui se sont battues pour défendre et obtenir ces droits-là. Donc, pour le cas du Congo, on est sûr et certain que le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso ne va jamais laisser le pouvoir. La preuve en est quand on écoute les discours officiels des figures emblématiques de ce système-là, ils vous disent, comme Pierre Ngolo avait dit, il ne peut pas se permettre, on se rappelle de sa déclaration, on ne peut pas se permettre de laisser le pouvoir. Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Il ne peut pas se permettre de laisser ce pouvoir-là, puisqu'ils sont dans cette logique et ils sont dans une réflexion à garder absolument le pouvoir et à léguer encore ce qui est plus grave. Ils ne se contentent pas juste de conserver eux à leur niveau, mais ils travaillent et ils sont en train de œuvrer pour léguer le pouvoir dans les mains de leurs enfants. Et ça, c'est encore plus grave. C'est-à-dire, le chef qui est M. Denis Sassou Nguesso travaille pour que demain, si, par exemple, de manière naturelle, il mourrait, il s'assure d'ores et déjà que derrière lui, son fils, Kiki, sera le potentiel dauphin, ça sera l'unique dauphin, et il sera installé au fauteuil, puisqu'il a dans sa tête l'image de Bongo mourant qui laissait le pouvoir aux mains de son fils Ali Bongo. Pareil avec les Niassibé, ils savent que les Niassibé, après le père, le fils a repris le pouvoir. Donc c'est bien l'entourage de M. Denis Sassou Nguesso, c'est bien les enfants que Christelle côtoie. Donc les mêmes mécanismes qui se produisent de l'autre côté, les mêmes mécanismes qui se produisent ailleurs, ils souhaiteront reproduire les mêmes choses chez nous. En sorte, pardon Chris Mbouiti, vous êtes en train de dire qu'ils veulent faire du pouvoir une affaire de famille. Alors tout à l'heure, vous disiez que les Congolais ne doivent pas rester à la maison. Pour vous, rester à la maison, c'est une forme de réédition, c'est-à-dire on abandonne et on laisse eh bien, Sassou Nguesso opérer encore un passage en force, parce que même lorsqu'on dit il va encore gagner, les mots ont leur sens. Sassou n'a jamais gagné une élection au Congo-Brazzaville, et j'étais en train de raisonner, comme qui dirait que mettons un fou devant Sassou Nguesso pour une élection transparente, Sassou Nguesso ne gagnera jamais. Jamais. Pas au Congo. Donc Sassou Nguesso n'a jamais gagné une élection au Congo-Brazzaville. Et donc vous pensez que rester à la maison, c'est laisser un boulevard libre à Denis Sassou Nguesso. Mais je vais prêter l'expression d'Emmanuel Macron quand il était arrivé à Brazzaville. C'est-à-dire, il avait bien dit quand il se retrouvait en RDC qu'il n'est pas là pour servir la soupe au régime de M. Denis Sassou Nguesso. Donc les acteurs qui vont rentrer dans ce schéma à dire aux Congolais de dormir, c'est servir la soupe à ce régime-là. Et quel est l'intérêt des Congolais avec tout ce que ce régime-là orchestre, avec toute la maltraitance qu'ils infligent et le mépris qu'ils ont vis-à-vis des Congolais? Quel est notre intérêt à servir la soupe à ce régime-là, tout en sachant la nature de ce régime-là? Tandis que ce même régime-là, je répète, ils ont placé leurs enfants. Après, on voit l'Assemblée. Vouba a son enfant, Ayessa a son enfant, les enfants Sassou. D'ailleurs, j'ai essayé de faire une petite recherche, j'invite vos téléspectateurs de faire cette petite recherche. J'ai tapé juste sur Internet quels sont les régimes où on retrouve les mêmes noms de famille au sein de l'hémicycle. Même le Cameroun, où il y a une dictature qui ne dit pas son nom, on ne retrouve pas 7 à 6 enfants du même nom. Mais l'Assemblée Congo, l'hémicycle du Congo, on retrouve plus de 5 à 6 noms. Les Stella Sassou Nguesso, les Claudia Sassou Nguesso, les Wilfried Sassou Nguesso, c'est assez hallucinant. Donc, quand on se retrouve dans cette configuration, on ne peut pas rester là les bras croisés en espérant que la solution va venir du Saint-Esprit ou encore ils vont se lever d'un bon matin et se retrouver en exil et vous laisser le pouvoir. Non, c'est une faute grave, c'est une lâcheté vis-à-vis de l'histoire du Congo, c'est oublier les efforts de nos martyrs, c'est oublier le sacrifice de nos martyrs de 2015, de 2016, sans oublier ceux qui ont payé le prix fort aussi en 98 après le retour du putsch militaire de M. Denis Sassou Nguesso. C'est une faute très grave et l'histoire, puisque rien ne s'oublie, la génération qui nous observe, la génération qui vient,
va retenir qu'on a eu une génération des aînés, il y a eu une génération des Chris Mbuyiti qui ont choisi d'ouvrir un boulevard à ce monsieur-là. Et ce n'est pas notre attitude à nous en tant qu'activistes. Nous sommes contre cette démarche de faire. Nous pensons qu'il y a une meilleure manière d'organiser les choses, il y a une meilleure manière de proposer un cadre d'expression qui va permettre aux Congolais de défendre leur vote, de se battre pour que Denis Sassou Nguesso ne se repositionne pas. Nous connaissons les méthodes, nous ne sommes pas naïfs. On a des précédents. Nous connaissons comment ce système-là fonctionne. On a tiré des leçons de 2015, on a tiré des leçons de 2016, on a tiré des leçons de 2021. On ne peut pas demander à un peuple qui a subi pendant plus de 42 ans, après une petite ouverture démocratique de 5 ans, où ce même monsieur a œuvré et a travaillé, à instrumentaliser et à déstabiliser un régime démocratiquement élu. On a encore en mémoire les déclarations d'un fils du pouvoir, qui est le député Moigny, qui rappelait comment il travaillait, il œuvrait à déstabiliser un gouvernement démocratiquement élu. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité, là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous, on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui, il était acteur, toi, tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissez-passer. Quand eux, avec les Kamiyoko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir les Souba. Ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but. C'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Ah, Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. Voilà. Donc nous savons à peu près comment ils opèrent. Certes, en 2016, ils nous ont surpris avec certaines méthodes qu'on pourrait par la suite encore rappeler à la mémoire des Congolais, mais on a tiré des leçons et au jour d'aujourd'hui, on a quand même aussi des nouveaux moyens pour contrer ces pratiques-là. N'oublions pas aussi que la géopolitique d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc c'est une faute grave et j'invite les personnes, des Congolais qui écouteront cette émission, de ne pas choisir ce chemin-là. Vous avez dit, vous connaissez évidemment les méthodes de ce régime dictatorial, hein, c'est pas moi qui le dis, les rapports Faux-État, bien sûr, vous l'avez même rappelé tout à l'heure. Allez-y lire les rapports sur l'économie et vous constaterez que le Congo, c'est vraiment une dictature, mais pas la moindre. Hein. C'est une dictature féroce. Alors, l'expérience a démontré que toutes les fois que les Congolais sont allés aux élections, évidemment, les fameuses élections, parce que c'est ça aussi la vérité, on reviendra tout à l'heure pour comprendre si la constitution actuelle est-elle mais vraiment légitime, ou bien il faut repartir, comme qui dirait, dans l'ordre constitutionnel de 1992. Et donc, vous dites que les Congolais doivent aller au vote, bien sûr, au scrutin. Mais l'expérience a démontré que toutes les fois qu'ils sont allés au vote, Sassou a ses résultats dans la poche qu'il vient voilà, nuitamment publier, et voilà, et ça se passe comme ça généralement. Il coupe l'Internet, il coupe en fait toute la communication, il met l'armée dans la rue, comme on le sait, il crée des événements généralement tragiques, hein, des crimes, il faut le dire comme ça, contre l'humanité, pour essayer un peu de brouiller les pistes et puis tenter de distraire tout le monde et imposer finalement les résultats truqués. Alors, c'est quoi donc l'alternative? Puisqu'il ne faut pas rester à la maison, il faut toujours continuer à aller voilà, au scrutin, prendre part à ces scrutins. L'alternative, comment ça va se passer ou comment ça devait se passer? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez tiré de leçons. Alors, merci pour cette question, M. Christian Perrin. Ce qu'il faut déjà que les Congolais comprennent, c'est que l'abstention ne servira qu'à l'agenda de Denis Sassou Nguesso. Et en tant que bon dictateur, tout dictateur souhaiterait qu'il y ait des citoyens qui fassent la promotion de l'abstention parce que la dictature a les moyens de l'État. Ils peuvent, même grâce à la technologie, présenter des images qui sont manipulées pour montrer une forme de mobilisation. Dans le passé, ils ont déjà utilisé des hackers où ils sont allés chercher une compétence à l'étranger pour justement bidouiller les choses. Donc, nous savons comment ce régime-là fonctionne. Donc, il faut absolument marteler et insister sur le fait que l'abstention ne sert qu'à un régime tyrannique. Puisque l'abstention, depuis que le monde est monde, M. Christian Perrin,
Aucun dictateur n'est tombé parce que le peuple est resté dormir à la maison. Ça, il faut que les Congolais le comprennent. Depuis que le monde est monde, aucun pays n'a expérimenté ce stratagème-là et a réussi à faire tomber une tyrannie. Sur ce point-là, on est d'accord. Certains nous ont interpellés, mais est-ce qu'il y a déjà eu des dictateurs qui sont tombés à l'issue d'une élection? Mais au lieu d'aller chercher loin, d'aller voir d'autres pays, parce que je peux remonter à Milosevic, non, oui, à Milosevic à l'époque, en Serbie, c'est à l'issue d'une élection que le peuple s'est mobilisé, le dictateur est parti. Ça, c'est plus loin, mais je vais m'intéresser au continent. Il y a des exemples. Le Congo n'est pas le seul pays qui a vécu dans la tyrannie ou qui continue de vivre dans la tyrannie. D'autres pays ont vécu ces événements-là. Je vais prendre la Gambie. La Gambie est une dictature très féroce. Mais il y a bien eu un dictateur, Yaya Jammeh, qui est Yaya tombé Jammeh, oui. oui, à l'issue d'une élection présidentielle. Mais là, on a constaté qu'il y a eu un peuple qui s'est organisé, main dans la main, avec les partis de l'opposition, pas l'opposition contrôlée, parce que les dictatures travaillent aussi pour avoir, pour avoir aussi une opposition contrôlée, une opposition qui va donner justement ce que vous êtes en train de souligner, un vernis de démocratie, ce qu'on appelle entre guillemets des démocratures. Donc on donne l'apparence démocratique, mais derrière, il y a une violence inouïe, il y a une forme d'autorité derrière. Donc ces genres de pratiques, nous avons pris connaissance de cela, ça a démontré leur efficacité ailleurs. Au lieu d'aller chercher encore là-bas, il y a un pays voisin, la RDC. La RDC, nous avons vu une église catholique, la société civile et certains acteurs prendre leur courage à deux mains et s'organiser citoyennement. Je parle bien, ils n'ont pas pris des armes, ils se sont organisés citoyennement pour faire entendre leur voix, surtout sur le processus électoral. On a vu l'Église catholique réussir à mettre même des mécanismes alternatifs justement pour eux-mêmes compiler les élections présidentielles et présenter à la face du monde les résultats qu'ils avaient à leur disposition. Donc ces mécanismes-là ont démontré leur efficacité. Le Congo aussi, si on aime notre pays, s'il y a des patriotes, je pense qu'il y en a quand même sur 5 millions à 6 millions, même si on nous habitue encore des chiffres, sur 5 millions, si on reste sur cet échantillon-là, sur ces statistiques-là, sur 5 millions, il y a des Congolais brillants qui pourront travailler, il y a du temps encore pour le faire, pour, arracher le but au jour d'aujourd'hui. Nous savons qu'aller à l'élection, dans les conditions actuelles, sera une faute grave. D'ailleurs, c'est ce que même soulignent aussi certains opposants que vous avez eu à recevoir dans votre émission, pour ne pas le citer, mon aîné Clément Mirassa. Il a bien souligné que dans les conditions actuelles, aller, c'est une faute grave. Et même nous sommes conscients qu'aller maintenant là, dans les conditions actuelles, c'est une erreur. Mais on ne peut pas se limiter à ce triste constat. Il faut se battre. Se battre, c'est quoi? C'est créer les conditions d'un rapport de force qui va permettre au peuple d'arracher la machine à tricher du main du PCT. Et comment réussir à arracher cette machine à tricher? Il faut créer le cadre. Et une fois on arrive à ça, on pourra aussi trouver le cadre qui va faire émerger une figure politique de l'opposition qui réussira à être en face de ce dernier. Et il y a aussi un stratagème que l'opposition n'a jamais utilisé. Alors, de connaissance, je n'ai pas vu une opposition présenter un candidat unique depuis que Denis Sassou Nguesso est revenu aux affaires de manière violente. On a loupé de le faire en 2016. Oui, mais sur ce point-là, ça sera difficile de présenter un candidat unique parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les dictatures ont toujours fabriqué aussi leur opposition. Donc, si vous annoncez une candidature unique, l'opposition du pouvoir, pas au pouvoir, va également présenter les candidats. On va se retrouver toujours avec 2, 3, 4 candidats de l'opposition. Mais est-ce que réellement c'est le nombre d'opposants ou de candidats qui pose problème ou c'est le processus lui-même? C'est les deux. C'est là le problème. Même s'il y avait 1000 candidats, si le processus est clair, transparent, ben, il y aura toujours quelqu'un qui va. Oui, déjà, il faut aussi commencer, il faut poursuivre le travail d'éveil des consciences des citoyens congolais pour justement qu'on évite de tomber sur le piège du système qui vise à nous présenter le bon opposant qui l'arrange au détriment du vrai opposant. Il faut toujours, parce que ce n'est pas pour rien que M. Denis Sassou Nguesso a une opposition contrôlée. Donc on ne peut pas laisser aussi cette opposition contrôlée faire ce qu'il veut. Donc cette question, c'est à deux volets. Il faut mettre à la place publique et rappeler aux Congolais, attention,
cette opposition contrôlée-là a toujours joué un jeu qui permet au système de conserver le pouvoir et en même temps, il travaille pour désorganiser et morceler l'opposition. Et donc, c'est au peuple congolais de comprendre que ces gens-là ne sont pas légitimes. Tachima Biala, j'assume mes propos, il n'est pas légitime de revendiquer d'être de l'opposition dès lors qu'il devient l'instrument qui sous-traite la communication du PCT. Nous l'avons vu à Madjingou. Il venait même, il était à côté de son chef. À quel moment lui il va défendre l'intérêt du peuple alors qu'il est là pour défendre l'intérêt du système? Donc ce monsieur-là ne En peut pas sorte, parler au nom de Chris l'opposition. Mbouiti, ça vous rappelle un peu ce qui s'est passé en 2016, 2015, où il y a eu mais beaucoup de traîtres, en fait, dans cette coalition des opposants. Exactement. D'où l'intérêt, puisque nous avons tiré des leçons en tant qu'acteurs de la société civile, mais également les opposants crédibles, ils ont tiré des leçons, des mécanismes et des stratagèmes de ce système à infiltrer les forces qui s'organisent pour résister à ce système-là. Et vu on a cartographié des éléments qui permettent d'identifier des profils de traite Suspect. suspect exactement. Et lorsqu'on arrive à identifier, donc on arrive à créer un cadre sain, un cadre sain et de confiance où nous pourrons matérialiser justement cette organisation crédible qui permettrait à faire face à un régime violent. Mais c'est important de souligner que ces opposants-là ne doivent plus continuer à revendiquer d'être de l'opposition dès lors qu'ils touchent l'argent auprès des gens qui prétendent combattre, dès lors que ce système-là a créé un stratagème en 2016, justement parce qu'ils avaient vu comment le peuple était debout. Ils ont créé un stratagème du statut officiel de l'opposition. C'est une première d'ailleurs. Je ne connais pas plusieurs pays où le régime en place crée un statut et finance, puisqu'ils reçoivent bien des perdièmes, ils reçoivent des pourboires de ce régime. Donc quelqu'un qui reçoit des pourboires, Il pourquoi y il a va même un partir? budget de fonctionnement, ça existe, oui. Exactement, ils sont même protégés et gardés par ce système. La preuve en est que quand en interne de ces partis politiques-là, il y a une volonté de vouloir entreprendre des réformes, on voit bien que Tchatima Biala continue à se camper à son poste parce qu'il sait bien que s'il quitte ce poste-là, ben, son jeu politique ne va plus marcher. Mais ça, c'est pour son cas à lui et d'autres profils le concernant. Maintenant, revenons au processus électoral. Mais on n'a qu'à s'intéresser à ce que les autres aussi ont réussi à faire. On n'a pas besoin de recréer le fil à couper du beurre. Je vais prendre un exemple. En 2011, les responsables politiques du pays se sont entendus sur la nécessité de publier un calendrier électoral, ce qui allait permettre, publier, ça allait permettre à tout le monde de mieux s'organiser. Ça, c'était déjà en 2021, c'est bien au Congo qu'il y a eu cette démarche. Vous pourrez le retrouver dans pas mal de rapports, dont celui de Agir pour les droits humains, qui rappelait cette disposition-là, qui rappelait cette entente, ce dialogue-là et tout. Donc, pour la démarche électorale, il faudra comprendre comment le système fonctionne pour conserver le pouvoir, pour trouver maintenant les stratagèmes. Il y en a eu, il y a eu des solutions qui ont été déjà mises en place. Il faut juste rappeler que, et ça même l'Institut de recherche africain l'avait souligné, le problème du processus actuel, c'est que le système le contrôle de bout en bout. Parce qu'il y a trois structures qui contrôlent ce processus. Et ces trois structures, je vais vous les citer puisque j'ai les noms, les principaux organismes qui s'en occupent, c'est-à-dire qui se chargent d'organiser, de décanter et de publier le résultat. Il y a le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Il y a, il y a la Direction générale des affaires électorales et il y a la Commission nationale électorale et indépendante. Ces trois processus-là, qui gère cette question-là, vous voyez bien que c'est contrôlé par les anciens membres du parti ou les figures importantes du Non, parti. mais c'est Donc, carrément les membres du Parti congolais du travail. Là, on ex, venait de ex, reconduire, par exemple, Henri Bouka, qui est donc à la commission électorale, et puis Raymond Zéphirambounou est toujours là. Donc, c'est les mêmes personnes, en fait, ce sont du Parti ex, congolais du travail. Mais moi, je voulais comprendre avec vous, parce que là, vous parlez de temps, le moment. Il nous reste à peine 9 mois. oui. Si, voilà, si jamais le calendrier est respecté, c'est-à-dire mars 2026, est-ce que vous pensez que le timing est tout à fait pratique, c'est-à-dire pour réaliser tout ce que vous êtes en train de dire, parce que le processus électoral, ce n'est pas non plus, pas seulement le scrutin lui-même.
Mais il a déjà démarré là, il a déjà été engagé. Et j'entendais d'ailleurs le Raymond Zéphirin Boulou demander, je ne sais pas si c'était au préfet, de lui transmettre les listes des personnes décédées, question de renouveler les listes électorales. Et il y a eu aussi le dernier recensement, bien sûr, celui de 2023. Le recensement, je crois, c'est ça, général, hein, de la population et de l'habitat. On nous a présenté qu'on était maintenant à 6 millions d'habitants, mais les Congolais savent que ça a été gonflé. Et il y a eu nomination des commissaires politiques, des préfets. Tous les préfets qui ont été nommés sont du Parti congolais du travail, sinon les alliés du Parti congolais. Donc la machine est déjà lancée et puis M. Sassou Nguesso est déjà en campagne. Alors à quel moment l'opposition va-t-elle s'organiser pour soit rattraper tout ça, puisque depuis qu'ils ont lancé ce processus, l'opposition n'y est pas. Jusque-là, à ce Exact. que je sache, l'opposition n'y participe pas. À quel moment l'opposition va participer à ce processus, parce qu'il est déjà engagé, et le timing que nous avons devant nous, 9 mois, vous pensez que c'est réalisable? Pour moi, je pense que c'est toujours réalisable. Quand il y a la volonté, il y a moyen de faire quelque chose. Je pense que c'est réalisable. J'ai en mémoire les premières manifestations ou premières mobilisations contre le changement de la Constitution. En dehors des concertations, la première manifestation, c'était en septembre, un dimanche 27 septembre 2015. Pourtant, certains voient considérer qu'on était en retard, d'autant plus que le système s'arrangeait déjà à faire précipiter les choses. Mais on a vu une opposition pendant tout l'été, pendant toute la période des vacances, s'organiser à travers des concertations pour poser le cadre du travail. Bien qu'il y a eu des infiltrés qui se sont initiés dans la démarche. Mais pendant toute la période de juillet, on se rappelle des concertations de Diata, on se rappelle des discussions qui avaient permis de créer justement le bon cadre pour aller engager maintenant l'action de l'ouverture de l'espace civique. Parce qu'on se rappelle, avant ces périodes-là, le système aussi avait travaillé pour verrouiller l'espace civique et empêcher les manifestations et les regroupements politiques de certains groupements politiques. Donc vous voyez bien qu'avant, il y avait déjà un blocus, il y avait déjà une volonté du système de désorganiser les forces en face, mais ils ont travaillé pendant des mois pour justement aboutir à des actions phares, donc la manifestation dont je souligne. Donc, il n'est pas trop tard de recréer un tel cadre, mais cette fois-ci, il faut tirer les leçons, comme je l'ai toujours dit. Et ce cadre-là va nous permettre justement d'aller mettre les mains dans le conduit pour justement euh, se mobiliser sur ces questions-là. Parce que si on se mobilise aussi de manière totalement désorganisée, ça va encore créer des failles que le système pourra exploiter pour justement désorganiser totalement l'opposition et imposer les résultats staliniens qu'ils ont tendance et tout le temps l'habitude de publier. Donc, un meilleur temps de préparation est important parce que nous savons que les enjeux en face sont importants pour l'avenir, les 5 années à venir pour les Congolais. Donc, je pense que c'est possible de travailler. Ça, il faut déjà identifier les acteurs qui pourront faire ce travail, tout en sachant que le climat au Congo n'est pas facile. L'argent qu'ils ont reçu, on a vu, ils ont reçu encore de l'argent de la part de ELF, de la Le compagnie total. Total Énergie. Donc, vous savez bien que l'un des piliers de ce système-là, c'est aussi la corruption. Donc, si on se précipite, on va poser un cadre où il y aura des infiltrés qui vont servir à la cause du système et qui vont désorganiser les forces de l'intérieur et on va encore retourner à des précédents. Mais l'idéal serait de prendre le temps, il y a encore des mois, je prends un exemple, on peut travailler pendant 2, 3 mois, à identifier des bons profils, c'est-à-dire des opposants qui sont restés crédibles, qui ont manifesté leur courage durant les 5 dernières années ou les années antérieures. Si on prend juste les 5 dernières années, il y a bien eu des acteurs qui ne se sont pas levés qu'à la veille de l'élection pour venir se prononcer, se rappeler qu'ils sont opposants. Non, nous avons vu des acteurs politiques qui ont été aux côtés du peuple, qui se sont battus courageusement, qui ont dénoncé ce qui devait être dénoncé, qui étaient là pour des questions des terres, qui étaient là pour des questions de violation des droits humains. Il y a eu des hommes qui sont restés courageux pendant cette période, pas celles qui, et c'est ce que je dénonce aussi, il y a une opposition aussi qui se rappelle qu'ils ont le costume d'opposant qu'à la veille des élections. Ça, nous condamnons cette pratique-là. Mais il y a eu des hommes qui ont fait un travail important et c'est à eux maintenant de créer un climat, de laisser aussi nos problèmes d'ego et de privilégier l'intérêt du Congo en premier. Et quand on va poser ce cadre-là, M. Christian Perrin, je peux vous rassurer qu'on pourra faire émerger un bon leader, on pourra résoudre ce problème-là d'organisation des hommes, parce que le problème du Congo, je l'ai toujours dit, c'est le défi de l'organisation.
Sassou, il s'organise à conserver le pouvoir et il s'organise à désorganiser l'opposition. Et tant qu'on ne va pas comprendre cela, on va continuer à subir. Mais quand on comprend cela, on va maintenant balayer déjà dans notre maison à nous, les forces qui résistent à ce système-là, et poser le cadre d'identifier les bons acteurs. Et ces acteurs-là vont faire le travail. Rappelez-vous, au Sénégal, Ousmane Sonko n'était pas d'abord la première figure. Il y avait le maire de Dakar, il y avait déjà une opposition de Ouad, et ainsi de suite. Oui, il y a, il y a plusieurs oppositions, il y a plusieurs courants. Mais c'est le courage d'un homme qui a fédéré autour. Donc, ça sera l'opposition aussi de s'illustrer par le courage. Et le courage, là, sera accompagné des efforts des Congolais et aussi de certains acteurs politiques, je pense, en tant que Oui, mais Congolais. tel que les choses sont parties, oui, vous dites que vous pouvez tout organiser en un laps de temps, et vous l'avez d'ailleurs démontré, ça c'est déjà fait, hein, il y a des expériences là-dessus. On peut donc rappeler 2015-2016, mais imaginons qu'on arrive jusqu'en mars 2026 et que, voilà, Denis Sassou Nguesso ne cède à aucune condition de transparence. Qu'adviendra-t-il? Ben, rappelez-vous, je vais répondre à votre question, je ne fuis pas, mais rappelez-vous qu'en 2017, déjà, l'Union africaine avait pointé du doigt notamment l'incapacité des autorités congolaises à fournir des statistiques sur le corps électoral. Donc, nous avons déjà des points sur lesquels nous pourrons exploiter justement pour créer un rapport de force et faire un blocus. Imaginez que, par exemple, on n'a pas gain de cause, mais on a des prétextes là valables pour aviser et puis passer à d'autres actions. Rappelez-vous, par exemple, qu'en RDC, l'élection aussi a été reportée. Au départ, c'était pas en 2018. Il y a, Kabila a vu une forte mobilisation qui lui impose, qui lui a barré la route face à son hold-up qu'il voulait orchestrer. Et quand le peuple s'est mobilisé, il n'a pas eu le choix de se dire, bon, au lieu d'aller dans la précipitation, bon, je prolonge et il cherchait à trouver d'autres stratagèmes. Mais le peuple lui a montré que, bon, si tu ne veux pas accepter nos conditions, mais on ne va pas te laisser gouverner. Et quand la date va passer, M. Denis Sassou Nguesso va devenir il est déjà illégitime, mais là, il sera encore bien plus illégitime parce qu'il n'aurait pas organisé les élections et parce que le peuple sera en droit de lui dire, bon, ton séjour est terminé, déjà que le séjour est illégitime, mais là encore, tu dépasses les délais, puisque si les élections sont toujours maintenues comme il a toujours fait dans le passé, entre la semaine du 15 au 20 mars, donc si, à supposant que c'est la période du 20 mars, et qu'un mois ou 2 mois avant, le peuple n'a pas eu gain de cause, mais le peuple va reprendre son impérium. On ne doit pas se mentir. Le pouvoir n'appartient pas à M. Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas une parcelle familiale de cette famille. Donc le peuple va reprendre son impérium et c'est ce message que nous allons donner à la population congolaise. Oui, certains vont nous rappeler que, mais non, écoutez, ça fait vos discours, vous l'avez déjà tenu en 2015-2016, mais j'ai envie de rappeler à ces personnes-là, la géopolitique d'hier n'est pas la géopolitique d'aujourd'hui. Les acteurs, les changements qui s'opèrent ailleurs, dans d'autres continents, dans d'autres pays, montrent que ce n'est pas les mêmes enjeux de 2015 ou de 2009. Donc le peuple, cette fois-ci, pourrait aussi, il y a des acteurs aussi qui travaillent dans l'ombre. La meilleure résistance aussi, c'est celle que nous ne voyons pas, de certains acteurs qui travaillent dans l'ombre, justement pour faire avancer certains agendas. Si on n'a pas gain de cause, mais on ne va pas laisser M. Denis Sassou Nguesso nous imposer une élection coûte que coûte, parce que déjà, on aurait des éléments pour montrer que, mais on n'a pas eu la biométrie, on n'a pas eu ceci, on lui a laissé le temps, on s'est mobilisé, il ne veut pas. Et le peuple va agir. Et ce peuple-là, quand je parle de ce peuple-là, c'est tout le monde. Même l'armée aussi, là, je profite de votre canal pour passer le message. L'armée aussi, c'est aussi des Congolais. C'est vrai qu'on aime les réduire en leur expliquant qu'ils ne doivent pas s'engager politiquement parce que la politique, voilà, c'est réservé apparemment à certains initiés, mais ils sont avant tout des Congolais. Les officiers congolais, là, on a vu dans d'autres pays aussi des hauts gradés prendre leur responsabilité lorsque le pays est pris en otage. Et Jay Rawlings l'expliquait. Lorsque la justice, lorsque l'État s'accapare tous les pouvoirs pour brimer le peuple, mais l'armée aussi doit jouer son rôle. Et l'armée là aussi est composée des Congolais, bien qu'on sait que dans l'armée là, certains ont reçu des promotions et n'ont pas mérité certains grades. Mais ils peuvent aussi agir en tant que citoyens, ils peuvent agir aussi en tant que républicains. Un jour, ils peuvent aussi enfiler le costume de républicain. Nous avons vu au Gabon où celui qui portait la valise, le sac de Bongo père et de Bongo fils, à un moment donné, a dit non, il est temps que ce nom-là n'existe plus.
Mais eux, s'ils sont Congolais, ils peuvent agir dans ce sens-là, de reprendre le pouvoir à ce monsieur-là et de le redonner au peuple. Certes, certains diront que ça ne sert à rien de bercer les Congolais d'illusions, mais c'est juste une manière de tendre la perche à ces citoyens-là pour qu'un jour aussi, quand on va leur rappeler, qu'ils se souviennent que ce message-là, bon nombre de Congolais les avaient interpellés et qu'ils ont encore agi par lâcheté. Est-ce que les militaires congolais agiront en lâcheté en 2026? Là aussi, la question se pose. Mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous appellerons le peuple à agir et nous sommes en train de nous organiser et nous aviserons le jour J, M. Christian Perrin. Lorsque nos revendications ne seront pas prises en compte, je n'ai pas besoin de tout vous dire, nous agirons en conséquence, nous aviserons et le peuple prendra ses responsabilités. Alors donc j'allais dire, un appel que vous lancez aussi, vous avez dit, hein, aux hommes en uniforme, comme quoi, ou ils tombent avec le pouvoir, le régime qui est là, parce que ça va arriver, ça finira par arriver, ou ils sauvent un peu, comme qui dirait, leur face. Et c'est fait pour ça, je crois qu'on n'est pas dans l'armée pour servir une personne, c'est pour servir la République. Ça n'a rien à voir à une incitation au coup d'État, mais c'est un conseil aussi qu'on donne à ceux qui nous suivent. Alors donc, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire, s'il n'y a pas transparence, il n'y a pas d'élection. C'est clair. Le message, il est clair. S'il n'y a pas de transparence, comme on a vu dans d'autres pays, le processus, c'est le système qui doit garantir le processus, un processus équitable. Ça se passe dans tous les pays. Mais malheureusement, au Congo, le système s'arrange à prendre l'argent des Congolais pour conserver leur régime. Puisque nous le voyons, les moyens qui sont utilisés au jour d'aujourd'hui, avec les campagnes que nous voyons des timoniers et tout, c'est l'argent du contribuable congolais. Donc, ils utilisent notre argent pour nous faire du tort. Donc, tant qu'ils ne vont pas garantir un processus électoral équitable et ils vont reproduire les mêmes schémas, cette fois-ci, le peuple ne va pas accepter de vivre encore les mêmes problèmes que nous vivons depuis 42 ans. C'est-à-dire, nos parents retraités sont à 11 ans pour certains, 14 ans pour certains. Ils ne perçoivent pas leur salaire. Est-ce que le peuple congolais va accepter encore de vivre dans cette situation-là? Nos étudiants, vous les voyez, c'est à travers vos médias. Vous montrez la précarité dans laquelle les étudiants, même ceux qui ont été diplômés à l'étranger, de Cuba, quand ils sont venus, ils continuent à gréver, là, ils continuent à réclamer, à manifester pour réclamer, ne serait-ce que même un premier stage pour certains. Donc, ces citoyens-là, à un moment donné, cette convergence de frustration doit se manifester et ça va se manifester parce que nous savons aussi que M. Christian Perrin, aucune dictature n'est invulnérable. La dictature de Mobutu n'est pas restée éternelle. Ce n'est pas pour M. Denis Sassou Nguesso qui restera là encore des années et des années avec une génération à laquelle ce système a manifesté une forme de mépris total. Vous le voyez avec tout ce que vous avez eu à souligner. C'est du mépris qu'ils ont pour les Congolais. Et évidemment, Chris Mbouiti, pendant que vous rappeliez évidemment la dictature Mobutu qui est tombée, nous savons aussi, hein, nous avons vu aussi la dictature Moubarak tomber, hein, et comme quoi une dictature d'ailleurs qui était beaucoup plus féroce, 10 fois plus féroce que celle de Brazzaville, comme quoi celle de Brazzaville aussi finira par tomber. Et quelqu'un me disait d'ailleurs, la meilleure opposition, le vrai opposant, c'est la misère. Nous y sommes. Les Congolais vivent dans la précarité totale. Mais alors, moi, je voulais un peu m'intéresser sur l'expérience vécue par les Congolais en 2015. Est-ce que, tout à l'heure, vous disiez d'ailleurs, ce sont là des expériences pour lesquelles vous avez tiré des leçons. Est-ce que vous pensez que les Congolais peuvent encore se mobiliser comme en 2015, où on l'a vu d'ailleurs, je ne sais pas comment on l'appelle, le général Ole Songo s'amenait avec son arme, voilà, comme il disait lui-même, je suis venu balle au canon, voilà. Après, c'est, je crois, Okombi, le député Okombi Salissa qui lui dira, ben vas-y, puisque tu es venu pour tirer, vas-y, tire.
Mirassa, par rapport à ce qui se passe, à une indignation, une colère. Nous ne pouvons qu'être très tristes. La force publique est faite pour sécuriser la population. Ce que nous avions voulu, c'est tenir un meeting pour défendre nos idées et faire passer nos messages. Et nous sommes malheureusement surpris que la force publique qui aurait dû sécuriser le meeting soit allée jusqu'à faire des victimes et on enregistre déjà 2 ou 3 morts. C'est très dommage. Mais ça nous permet de dire que nous sommes déterminés et engagés. Ce sang-là n'a pas coulé pour rien. Et nous, il faut que nous allions jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que les Congolais peuvent encore se mobiliser comme en 2015? Moi, je pense qu'un peuple qui est affamé, un peuple qui manque d'éducation, un peuple qui n'a pas de système de santé pour se soigner, alors qu'il voit tous les jours les caciques du pouvoir utiliser l'argent du ministère de la Santé. Les enquêtes l'ont démontré, le collectif Sassoufi a démontré que le budget alloué pour le ministère de la Santé, les caciques du pouvoir l'utilisaient pour les évacuations sanitaires, dans celui de Philippe Mvou et d'autres que nous connaissons. Il y a eu même détournement de 160 milliards, ça c'est connu. Exactement. De la santé. Exactement, Madame Lydia Mikolo qui a utilisé l'argent pour donner à son mari. Donc il y a plusieurs preuves qui démontrent que ce système-là a du mépris pour ce peuple-là. Et tous les jours, ce peuple voit comment, plus on avance, plus le mépris augmente, plus les actes violents vis-à-vis de cette population-là ne fait que s'accroître. Donc, face à un peuple comme ça, là, ce peuple-là, on ne peut pas dire qu'il ne va pas encore se remobiliser un jour. C'est la même chose aussi qui se disait avant 2014-2015. On disait que la jeunesse congolaise n'est pas courageuse comme celle du Burkina, comme celle du Sénégal en 2012. C'est ce que le discours que tenaient certains leaders d'opinion ou encore les proxys du PCT qui disaient c'est une jeunesse des soulards, c'est une jeunesse que ça soit à infantiliser, que ça soit nourri avec les 2000 qui vont aller encore se perdre comme en 2009, comme en 2002. Donc, on était en train de trouver tous les adjectifs dénigrants pour coller à cette jeunesse congolaise. Mais cette jeunesse congolaise, en 2015, a démontré son courage. On se rappelle, je parlais au début de l'émission du dimanche 27 septembre 2015. Les Congolais, certains étaient même surpris de voir comment le boulevard Alfred Raoult était noir de monde. Et on avait même qualifié ces mobilisations-là parmi les meilleures. Hein. Les statistiques sont là. Allez-y voir, on avait comparé ces mobilisations-là à celles du Burkina Faso à l'époque, pour montrer à quel point ce peuple-là avait démontré son courage, malgré qu'on aime présenter, on aime utiliser la fibre du tribalisme. Mais ce jour-là, on n'a pas vu le tribalisme s'exprimer. Non, on a vu un peuple uni pour un idéal, celui du changement, pour un idéal, celui de barrer la route à l'arbitraire. Donc ce peuple qu'on qualifiait hier de soulards a démontré qu'ils n'étaient pas des soulards. Le peuple qu'on a qualifié de peureux a démontré en 2015 qu'ils n'étaient pas si peureux que ça, comme on voudrait les caricaturer. Oui. Et des semaines après, le 17 octobre, et cher aîné, M. Christian Perrin, tu étais l'un des acteurs principaux qui avait filmé. De surpasse, oui. Oui, qui avait filmé. Et vous avez rappelé l'expression, mais c'est ce qu'il disait. Il disait quoi? J'ai mon sélecteur ouvert, Olé Osengo. Je suis venu, j'ai mon sélecteur ouvert. Et justement, le député Okomi Sadissa a dit, écoutez, si tu as ton sélecteur ouvert, mais vas-y, fais ce que tu es venu faire. Il a vu comment le peuple a dit on ne bouge pas d'ici. Et le peuple a dit aux opposants qui étaient sur place, Toko Kenete, Toko Lalawa. Ils ont même envoyé Zouloubad. Les images sont encore là. Zouloubad est venu s'aimer la terreur. Mais qui a fui à quatre pattes? Ce n'était pas le peuple. C'est Zouloubad qui a disparu puisque sa voiture a été incendiée.
Le salon de Soulouba, on ne sait pas s'il fume du chanvre ou comment. Il a tiré sur les gens, il fallait qu'on oublie la voiture là. Et puis c'est un Zaïrois. Hein. Lui, son président centrafricain, lui c'est un Zaïrois. Sous 3 personnes. Voilà. Motomoka Koufi. Pierre Salil, il y a Il y a Camino Aya. Otumbi Kamena Aya. Benoît 16. Otumbi Ango. Bakimi c'est la militaire. Il y a 3 personnes. Motomoka Koufi. Il y a mis balai à quel hôpital. On n'a pas protégé. Si tu as signé dans ton bombaye. Mais tout le monde a avance ta bonne raté. La tine est en boga. Il y a bon. Pourquoi ils vont là-bas? D'ailleurs, de le suivre l'autre à l'armée. Sur les Belgiques là qui ont tiré. Non, là, ils fouillent, non? Parce que quand on vient opprimer un peuple qui est venu les mains nues pour revendiquer leurs droits, mais le peuple n'aura pas d'autre chemin que de se défendre. Et ils l'ont fait de manière pacifique. Donc ce peuple qu'on traite de tout et n'importe quoi, je pense que ce peuple a déjà démontré son courage. Et le peuple a été parmi aussi les premiers dans la sous-région à sortir, à déboulonner des présidents à travers des actions non violentes. On se rappelle des présidents qui sont partis après des contestations de ce peuple-là. Donc, ce peuple-là a démontré son courage hier, et c'est ce même peuple-là. On est là, c'est toujours la même génération. On n'est pas tous morts. Les jeunes qui se sont mobilisés en 2015, mais ce sont les mêmes qui continuent à scander les slogans de Sassou dégage. Vous vous rappelez l'année passée, il y a eu une manifestation spontanée avec des pancartes Tolembi Sassou. Tout le monde était là, était surpris de voir, mais qui a décrété cette manifestation? Non, ils revenaient d'un endroit, ils en ont eu marre. Ils ont pris, voilà, ils sont retrouvés avec des banderoles faits à la va-vite, des pancartes, voilà. Exactement, des cartons où ils ont écrit avec du charbon Tolembi Sassou. Et tout le monde était surpris de se dire, mais tiens, finalement, ce peuple-là n'est pas finalement si peureux que ça. Tolembi, Nobuda, Tolembi, Nobuda, Tolembi, Nobuda, On n'a pas besoin des grands moyens pour se mobiliser. Exactement. Donc, ce même peuple qui s'est mobilisé contre le changement de la Constitution, et ça a même fait peur au système. Rappelez-vous que le système avait rapproché la date des élections de 2016. C'était prévu pour l'été. Ils ont ramené cela en mars 2016. Et on se rappelle encore du stratagème que le système avait utilisé en 2016. Les gens oublient ça très souvent. Il fallait créer la stratégie où il fallait créer de l'insécurité. Donc, ils ont instrumentalisé l'ennemi entre guillemets intérieur, mais qui d'ailleurs n'est pas un ennemi, mais un élément qui s'instrumentalise à chaque fois quand ça les arrange. Donc, quand on a publié les élections, on a publié à 3h, 4h, le matin, ils ont décidé d'aller bombarder le pôle pour créer un état d'urgence au niveau du pays, pour empêcher tout cadre légitime de mobilisation. Donc, c'est une stratégie de ceux qui sont des sapeurs-pompiers le savent. Par exemple, il y a un grand feu. Il y a un grand feu qui est allumé, une incendie qui prend toute une forêt. Vous allez voir que les pompiers, ils ont une stratégie où ils viennent avec un petit feu pour mettre tout autour de la forêt pour contenir le grand feu. Et c'est ce que la dictature de Sassou a fait en 2016. Voyant le peuple se mobiliser courageusement, voyant le peuple être prêt à respecter la désobéissance civile, il a allumé un petit feu pour contenir cette contestation populaire. Ce stratagème-là a été d'ailleurs, les mois qui suivaient, il y a une enquête de RFI, les gens peuvent aller s'intéresser à cette enquête-là, sur les exactions qui se passaient dans le pôle, l'enquête sur les exactions qui se passaient dans le pôle. Tout à fait, le génocide à huis clos. À huis clos, exactement. Les gens verront qu'il y a eu des voix de politique au niveau national, des voix de la société civile au niveau national, mais même au niveau international. Le département américain avait souligné des dysfonctionnements et des exactions qui se passaient là-bas, non seulement du pouvoir en place, mais de, entre guillemets, l'ennemi public numéro 1, mais alors qu'il n'était qu'un client du système, parce qu'il y a eu des révélations, hein, ça ne vient pas de moi, je n'invente pas des choses. L'enquête là l'a démontré, qu'eux aussi participaient, la preuve en est,
dans le rapport de Agir pour les droits humains, vous allez retrouver que les policiers disaient eux-mêmes qu'ils étaient surpris de voir les bras militaires des rebelles avoir les mêmes tenues et les mêmes armes que eux. Mais ça a été, je crois, révélé, non, au cours du procès, je crois, c'était Norbert Dabira, où on a révélé que c'est le pouvoir en place. Donc, c'est Nyangamwala, d'ailleurs, qui l'avait dit, hein, qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi, donc, comment on l'appelle? C'était la déclaration de M. Dabira, justement, qui expliquait qu'il était allé voir, justement, M. Denis Sassou Nguesso pour lui poser la question, mais il ne comprenait pas comment les gens qui sont censés assurer ta sécurité partaient déposer les armes. Partaient déposer les armes, fournissaient Frédéric Bizarre. Donc, ces stratagèmes-là, ce sont des stratagèmes que M. Denis Sassou Nguesso nous sert pour conserver son pouvoir. J'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Et ça, je crois qu'on peut accuser Dabira. Vérifier. La fiche que vous avez faite conjointement, que vous aurez faite conjointement avec Mbuzi, c'est en 2015, 2016. C'est pas ça? Quand il y a eu l'attaque, oui. C'est en 2016. Bon. 2000, en 2016. 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. On avait eu un petit test ici le 4 avril 2016. On a compris qui est qui. Donc, c'était un petit test. C'était un petit test. Ils étaient dans les véhicules blindés, mais ils ont vu un acteur en première ligne, chassant, tuant les ninjas. Ils ont vu ça. Voilà, donc on n'est pas fini, mais on respecte. Et les armes qu'il a, par rapport à sa fonction, il doit faire très attention parce que beaucoup de gens en ont. Les stratagèmes là, ce sont des stratagèmes que M. Denis Sassou Nguesso nous sert pour conserver son pouvoir. Et vu qu'on connaît ça, c'est à nous maintenant de prendre conscience, de travailler, d'œuvrer pour qu'on nous répète tous les mêmes scénarios. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. On a tiré des leçons. C'est à nous, justement, de comprendre comment ces mécanismes-là sont bien ficelés et les mécanismes aussi de soutien des ramifications au niveau de l'extérieur. N'oublions pas cela. Denis Sassou Nguesso avait quand même affiché le discours qui venait d'ailleurs devant la mairie de Brazzaville. Oui, tout à fait. Le discours de François Hollande qui disait Denis Sassou Nguesso a le droit. Exactement. Il y a un référendum, mais le peuple a le devoir de... Voilà, bref. Sur le Congo, le président Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit. Et le peuple doit répondre. Ensuite, une fois que le peuple aura été consulté, ça vaut d'ailleurs pour tous les chefs d'État de la planète, il faut toujours veiller à rassembler et à respecter et à apaiser. Mais donc, ces stratagèmes-là, c'est à nous de réussir à déjouer tous ces coups-là. On n'oublie pas aussi tout ce qui est question de coupure de communication, que ce soit de l'Internet ou encore des communications normales et tout. Et nous savons les acteurs qui ont toujours joué ce jeu-là. Mais cette fois-ci, on ne va pas les laisser. Et c'est aussi l'occasion, j'interpelle mes amis de la société civile, d'utiliser aussi des campagnes de vulgarisation des moyens alternatifs justement pour parier à cette difficulté. Nous savons qu'à chaque élection, Denis Sassou Nguesso coupe les élections. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des outils numériques qui peuvent nous permettre de contourner. Mais oui, ça, il y a des outils alternatifs, de toute façon, pour contourner. Exactement. Mais l'erreur que nous avons faite en 2016, puisqu'on était surpris par ces stratagèmes-là, on n'a pas eu le temps de mener des campagnes suffisantes, de vulgariser ces outils-là auprès de la population et aussi de certains acteurs, justement pour leur permettre de mieux communiquer lorsque le système impose des mécanismes ou des stratagèmes de conservation du pouvoir. Donc, c'est un appel aussi, je lance à des acteurs qui revendiquent être en rupture avec le système, de vulgariser ces moyens-là pour que le peuple s'outille convenablement
pour faire face à l'arbitraire, parce que l'arbitraire va continuer à se déployer, l'arbitraire va continuer à museler, l'arbitraire va continuer dans les arrestations, les disparitions forcées. Ça, on le sait. Quand on se mobilisait en 2016, nous savons qu'il y aura ça comme conséquence. Mais ça n'a pas empêché le peuple de se mobiliser. Donc pour 2026, on doit, puisqu'on a tiré des leçons, 2021 aussi, on se rappelle comment ils ont piétiné des dispositions lorsqu'un opposant est mort pendant le processus électoral. Ils ont piétiné, ils ont utilisé la Constitution comme étant un chiffon. Et ça, oui, alors qu'il y avait l'article 70 qui pouvait évidemment s'appliquer. Mais donc, voilà, donc en définitive, je retiens que s'il n'y a pas de transparence, on l'a dit tout à l'heure, pas d'élection. Cependant, vous appelez donc les Congolais à se mobiliser pour contraindre Denis Sassou Nguesso à revoir évidemment le processus électoral, garantir donc la transparence, c'est ça, un scrutin libre, transparent. Et s'il n'y a pas de transparence, pas d'élection. Mais pas question pour les Congolais de rester à la maison pour assister Sassou Nguesso à aller faire ses mascarades. On est presque à la fin de cette émission, Chris Mbouiti, mais il y a un petit sujet qui mérite tout de même votre commentaire. C'est un peu l'indécence qu'on est en train, à laquelle nous assistons tous, qui atteint finalement son summum au Congo-Brazzaville, alors que de nombreux Congolais, disons les Congolais, vivent dans des conditions mais vraiment précaires et des problèmes majeurs comme les salaires d'impayés. Vous savez qu'en Caï, par exemple, les agents de la mairie accusent 70 mois d'arriérés de salaire impayés, dont 16, je dis bien 16, successivement. Donc ils n'ont plus jamais touché leur salaire depuis 16 mois. 5 jours après le déclenchement de leur grève générale illimitée, les travailleurs de la mairie de Caï ont officiellement rejeté la mise en place du service minimum proposé par l'autorité municipale. Considérant les 70 mois de salaire impayés, dont 13 mois d'affilée, jour pour jour, sans recevoir un seul rang. Considérant la mauvaise gestion du président du conseil municipal, maire de la ville de Caï, incapable de payer même un quart de salaire dans 3 ans de règne. Nous, travailleurs de la mairie de Caï, réunis en assemblée générale ce mardi 13 mai 2025 au centre culturel municipal, disons non à l'entrave de l'exercice syndical, non au travail forcé, non au service minimum décidé unilatéralement sans concertation au préalable avec les représentants syndicaux. Et c'est un phénomène de toute façon, hein, c'est dans toute l'administration publique. Les grèves s'enchaînent, on le voit bien. Les retraités, là-bas, ils sont presque à plus de 40 mois, sans pension. Les étudiants n'en parlent même plus. On ne sait même plus depuis quand ils ont touché leur bourse. Et nous apprenions d'ailleurs par Denis Sassou Nguesso lui-même qu'on est en train de voler 6 milliards chaque année des bourses des étudiants. Bah, qu'est-ce qu'on va encore raconter? Pas d'eau potable, pas d'électricité. Les routes sont ce qu'elles sont aujourd'hui. L'insalubrité notoire. Voilà dans quel contexte, finalement, ce petit monde, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ne cesse finalement d'afficher le cynisme, le mépris, est allé festoyer à Dubaï pour un mariage. Et qui s'est marié? Un ministre du gouvernement congolais. Et qui a mené avec lui presque tout le gouvernement. Et les photos sont en train de circuler, tout le monde est en train de voir. C'est ça la vérité en fait. Méprisant d'ailleurs. Exactement, monsieur Christian Perrin. Et c'est aussi pour ces genres de situations que nous ne pouvons plus reculer face à ce système-là. C'est à cause de ce mépris-là. À cause de ce mépris-là, les enfants du Congo doivent comprendre que tant que ce système-là sera là, la courbe de mépris va continuer à croître.
Parce que eux, ils n'ont aucun amour pour ce pays. Ils n'ont aucun sentiment d'appartenance à ce pays-là. Ils aiment le Congo pour ce que le Congo leur offre. Tout simplement parce qu'ils ont la possibilité d'aller paupériser, d'aller puiser et d'aller spolier les Congolais. Nous sommes dans un état de prédation. Tout ce qui leur intéresse, c'est de prendre tout ce qui est du Congo et de rien laisser aux Congolais. Ils se sont même permis de prendre nos terres et de donner à des sujets étrangers. Donc, de nous arracher même ce que nous avons de plus cher. Il n'y a pas d'autre forme de mépris que celle-là. Donc, face à ce régime de mépris, face à ce régime violent qui a bâti son pouvoir par le vol, c'est un régime kleptocratique, ce sont des gros voleurs. Et face à ces voleurs-là, on ne peut pas s'attendre à autre chose que de continuer à nous servir des scénarios où, une fois fini de puiser, une fois fini de voler, qui part festoyer. On se rappelle de plusieurs mariages de certains au Maroc. Je crois que c'était M. Willier, au cas où il avait déplacé du monde. C'est les mêmes stratégies. On se rappelle de l'anniversaire de la première dame, je crois que c'était à Saint-Tropez. Qui avait dépensé 1 milliard de francs CFA. Exactement, qui était le million d'euros. Donc ce système-là, et je vais rappeler aussi un fait important, Global Witness en 2020 avait révélé qu'un système de primes imposées aux tankers pétroliers permettait à la famille Sassou Nguesso de récupérer près de 6 millions d'euros annuellement. Ça, c'était en 2021. Allez-y vous intéresser à cette information-là. Ça a été révélé par Global Witness. Et en 2020, ça avait permis même, c'était à la veille de l'élection, de permettre à Denis Sassou Nguesso de disposer des fonds nécessaires pour faire ce qu'il voulait faire. Donc ce régime-là continuera à mettre en place des systèmes de primes imposées, des systèmes qui vont leur permettre de créer des voleurs comme des Ahmed Dongou Zidane pour continuer à se moquer du peuple. Et vous imaginez, ils ont déplacé du monde au niveau du Congo, mais ce n'est pas qu'au niveau de la République du Congo, au niveau aussi de leur belle famille là-bas, c'est-à-dire de Nathalie Boumba, tout fait frais payés, ils ont déplacé du monde. Mais ce sont des milliards qui sont allés claquer là-bas. En plus, ce n'est pas un pays où le train de vie, voilà, on connaît Dubaï. Dubaï, c'est un train de vie inimaginable. Mais ils sont allés dans des hôtels de luxe, on voit des images, c'est choquant. Vraiment, c'est du cynisme qui atteint son paroxysme au Congo. Mais, tout simplement, c'est le résultat de la dictature. C'est le mépris qu'a le régime de M. Denis Sassou Nguesso. Et ce régime-là, son mépris commence de papa et qui est transmis, légué aux enfants. Parce que celui qui est en train d'afficher ce mépris-là, ce n'est plus Denis Sassou Nguesso, là, c'est son fils. Ce même fils qui a visiblement affiché son ambition un jour de devenir chef de l'État ici. Il était même le premier à Africa 24, vous pourrez retrouver, lorsqu'on lui parlait de, même le fils du président a le droit d'être président, a le droit un jour à compétir, voilà, et il a le droit aussi d'exemplarité. Vous vous rappelez de sa sortie, vous parlez d'exemplarité. Il l'avait déclaré, je me rappelle, très bien. Moi, je pense que lorsqu'on est fils de président, on a plutôt plus d'obligations que de droits parce qu'on se doit d'être exemplaire. Lesquelles, par exemple? Une obligation que vous avez qu'un Congolais moyen n'a pas? Une obligation que l'on a, c'est l'exemplarité en tout temps. Vous êtes exemplaire. Exactement. Et à quel moment on peut parler d'exemplarité? Lorsqu'on prend l'argent de l'État congolais, on part dilapider ça chez les pétrodollars là-bas. Là où les hôtels coûtent cher, là où le train de vie est imaginable, là où c'est des hôtels de luxe, tout en voyant les bijoux qu'ils affichent, le train de vie pompeux, luxueux, on ne peut pas se taire, on ne peut pas cautionner cela. Mais c'est au peuple congolais de prendre conscience que tant que le nom Nguesso sera à la tête de l'exécutif, nous continuerons à subir pire que ce que nous voyons déjà. Parce que plus on avance, ils insistent, plus on avance, ils font pire. En 2016, ils ont fait pire. Bien avant ça, ils ont eu à faire aussi des forfaits, ils ont eu à commettre des crimes financiers, et ça va continuer. Oui, mais comme disait d'ailleurs quelqu'un, là, ils ne se cachent même plus. Voilà, ils font ça au grand jour, et puis allez vous faire foutre, on n'a rien à faire avec le peuple congolais, et c'est dans le même temps où ils ont dit qu'il n'y a plus rien dans les caisses. Exactement. Et ils ne se gênent pas, et ils continueront à le faire. Mais c'est au peuple congolais de reprendre son impérium, c'est au peuple congolais de mettre un terme à cette situation d'injustice, à cette situation où le Congo sert aux intérêts d'un petit groupe insignifiant au détriment de l'intérêt du peuple, qui est les bannis de la République,
qui sont les écartés, les exclus du partage. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Le Congo est devenu un butin pour eux, est devenu un petit gâteau où un petit nombre se le partage et tout le peuple croupit dans la misère et le peuple congolais n'est même pas capable de vivre de manière décente. Alors que dans les dispositions, tout est là. L'État est garant de tout, est garant de notre éducation, est garant de notre santé, est garant d'un environnement sain. Vous avez souligné cela, que le système, l'environnement sain, nous n'en avons pas. Même la jeunesse, malgré les slogans qu'ils nous ont diffusés l'année dernière, l'année de la jeunesse, les jeunesses sont les premières victimes puisqu'ils représentent plus de 70% de la population. C'est les premières victimes. Pas d'encadrement, pas d'épanouissement. Le ministère de la Jeunesse sert à une Golondélé d'aller faire ses voyages comme on a vu avec son fils lors des JO. Mais on n'est plus dans un État, on est dans un cartel qui fait tout ce qu'ils veulent. Mais il est temps que le peuple congolais mette un terme à cette situation d'injustice, à ce climat-là. Et c'est au peuple d'agir. Et le peuple agira parce qu'un peuple méprisé de cette manière finit toujours par agir, malgré l'apparence que la dictature peut mettre en avant. L'illusion de donner l'apparence à la communauté internationale qu'au Congo, tout est maîtrisé. Non, au Congo, tout n'est pas maîtrisé. Lorsqu'on voit des grèves à répétition, c'est la preuve qu'il y a une crise qui se passe dans ce pays. Lorsqu'on a des opposants politiques, c'est la preuve qu'il y a une crise politique dans ce pays-là. Donc, à tous les niveaux, dans tous les actes, M. Denis Sassou Nguesso a échoué. Même son premier ministre qui nous avait parlé des 12 batailles, mais vous voyez le bilan des 12 batailles. Ce n'était que des slogans. Aucune bataille n'a été gagnée par M. Kouliné Makosso, qui a même menti aux Congolais qu'il est allé en une mission, mais on se rend compte que la mission, c'est danser la rumba à Dubaï. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter, parce que ce régime-là n'est qu'un régime des jouisseurs, n'est qu'un régime qui est là pour danser, pour sabrer le champagne et pour rouler dans des belles voitures, dans des capitales loin du Congo. Et puisqu'ils n'aiment pas le Congo, ils sont même incapables de fêter ça au Congo. Ils préfèrent aller fêter là où ils pourront encore jouir et danser dans l'opulence et dans le luxe. Donc ce régime de voleurs-là a montré ses défaillances, a montré ses limites depuis belle lurette, mais il est temps que le Congolais s'occupe de ce régime-là. Jeunes, laissez-moi vous dire que pour s'unir, il y a 3 mots, 3 grands vices qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. On se plie. Nos ancêtres n'ont pas été lâches. Et si nous sommes lâches, nos enfants vont nous poser des questions. Imaginez qu'au Burkina, nous refusions de nous battre et nous acceptons de nous soumettre, de vivre l'esclavage. Demain, nos enfants grandiront. Ils se poseront des questions. Nos parents ont-ils été des lâches pour nous laisser dans l'esclavage? Le lâche a peur. Et les impérialistes ont compris, ils essaient de faire peur aux leaders pour que vous soyez des lâches. Parce que quand vous êtes un lâche, tous les autres vices peuvent naître. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Très rapidement, M. Christian Perrin, on se rappelle les axes inscrits dans la feuille de route de M. Denis Sassou Nguesso, qui est son projet de société. 9 axes. Sur les 9 axes, même le premier axe, M. Denis Sassou Nguesso est incapable de réussir à le concrétiser. Comment est-ce qu'on peut parler de paix, puisqu'ils aiment parler de paix, dans un pays où le retraité est incapable de manger, où le retraité est incapable de se soigner, où le système de santé, vous avez tous vu M. Kouliné Makosso avoir des difficultés à s'exprimer devant sa compatriote Dominique Timbakala, qui lui posait des questions assez simples sur son bilan, où on est allé filmer le CHU, et dans ce CHU-là, on se rendait compte que les citoyens, même les seringues, il n'y en avait pas, même des gants, il n'y en avait pas, dans ce même pays pétrolier. Mais il était le premier à dire on fera des efforts. Non, on est en train de faire des efforts. Mais des années après, on est à 10 mois, vous l'avez rappelé, de l'élection. Quel effort encore ils vont bondir ou ils vont promettre aux Congolais? Il n'y a plus d'efforts puisqu'ils ont monté leurs limites depuis 43 ans. C'est les mêmes schémas. Ils sont là que pour voler.
Et ces voleurs-là doivent quitter le Congo, doivent libérer le Congo, doivent laisser le Congo une nouvelle chance de renaître de nouveau, avec une dette insoutenable que moi je vais payer, mes enfants vont payer. Là, on est en train de se battre plus pour nous, on se bat même plus pour nos enfants, on se bat pour nos petits-enfants. Avec une dette Oui, mais insoutenable, pendant que vous parlez des dettes qu'il faut payer encore, avec quelles ressources, puisqu'ils ont bradé même les ressources? ils ont bradé, exactement. Même ces ressources-là, ils ont bradé. Ils sont allés signer même un pacte colonial avec une puissance étrangère pour la construction de l'autre le gaz oléoduc. Oui, voilà. Exactement. Donc, même ça aussi, qui pouvait nous permettre de lever des fonds, ils sont allés le brader à des sommes dérisoires. Alors que le Congo, c'est quand même un grand pays. C'est quand même un pays qui devait, à une époque, le Congo faisait l'honneur au niveau du continent. Mais ces gens-là ont du mépris. Et c'est ça que les Congolais doivent comprendre. Tant qu'ils seront là, ce mépris ne va pas cesser. Et il est temps que les Congolais font preuve de grandeur. Et on va réussir à le faire, puisqu'on a déjà eu à le faire face à ce même régime. Et beaucoup de personnes oublient M. Christian Perrin. Mais M. Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas la première fois qu'il arrive à installer une tyrannie. De 79 à 91, avant l'interruption avec la conférence nationale, allez-y vous intéresser aux archives, c'était un régime dictatorial qui était soutenu Très par une répressif d'ailleurs, oui, oui. Exactement, répressif et avec toujours kleptocratique, une forme de corruption et de clientélisme. Ça a toujours été ça. Mais s'il y a des années passées, c'était les mêmes mécanismes employés par le système Denis Sassou Nguesso, mais il y a eu une jeunesse courageuse qui a mis un terme à ces pratiques-là. Il n'est pas trop tard pour qu'une autre jeunesse, une autre génération, quand je parle de jeunesse ou génération, je n'exclus pas les aînés, parce que je sais qu'il y a aussi le débat sur la toile, comme si la jeunesse veut bannir leurs aînés. Non. Non, mais c'est la jeunesse qui trace un peu son avenir, hein, dans tous les cas. Les aînés sont là pour orienter, c'est vrai, mais c'est la jeunesse qui est beaucoup plus concernée, ça, qu'on le veuille ou non. Exactement, mais cette jeunesse-là travaille avec des aînés brillants qui sont aussi patriotiques. La preuve, mon aîné, si aujourd'hui tu as permis à ce que je viens de m'exprimer, c'est parce que tu contribues à mon avenir de demain, parce que tu veux libérer la parole dans un pays où il y a la rétention de l'information. Donc, nos aînés aussi contribuent à ce processus-là de libération du Congo, puisque le Congo est pris en otage. Et c'est important que ceux qui vont suivre cette émission se rappellent de cette information-là. On n'est pas dans une guerre intergénérationnelle. Bien au contraire, nous mutualisons nos efforts, c'est-à-dire la jeunesse d'un côté et aussi nos aînés de l'autre côté, avec leur expérience et leur sens du patriotisme. Je parle bien des aînés qui ont encore le sens du patriotisme, pas ceux qui versent dans le clientélisme et dans la corruption et dans des antivaleurs, non. Pour ce régime qui a échoué, Denis Sassou Nguesso n'a plus besoin de brandir aux enfants du Congo un autre projet de société. Déjà, celui-ci, nous avons vu, il n'a même pas été capable, il n'a même pas réussi à concrétiser de bout en bout un seul axe de son projet de société. L'axe progrès social, même la rénovation du CHU, ça tombe. Même l'eau, son projet l'eau pour tous est un échec. Santé pour tous est un échec. Mais il va nous parler encore de quoi? Éducation pour tous aussi a été un échec. Agriculture, priorité des priorités. Voilà. Il est en fait, il est allé d'échec en échec. Et à tout le monde. Mais même l'agriculture, mon aîné, il avait promis industrialiser ce secteur-là. Mais il allait le donner aux Rwandais. C'est encore une forme de mépris. Dans son projet de société, allez-y vous intéresser. Il avait dit qu'il allait le faire pour les autochtones. Mais on se rend compte qu'au lieu de le faire pour les autochtones, il a préféré aller le donner aux Rwandais de Paul Kagame. Donc vous voyez bien que ce système-là ne travaille pas pour les Congolais. Et ils ne vont jamais travailler pour les Congolais. Donc c'est au peuple congolais de comprendre que sur les 9 axes de M. Denis Sassou Nguesso, puisqu'il va venir encore bondir un projet de société, mais il n'a jamais réussi. Le dernier en date, il n'a même pas coché une seule case des 9 axes. J'ai encore en mémoire, en tant que jeune Congolais, des 9 axes. Le premier axe jusqu'au dernier. Même l'axe qui concerne la jeunesse, où on avait promis des universités sportives, des écoles sportives dans chaque... il n'a pas réussi à le faire. Bon, on s'attend quoi de ce monsieur? Plus rien. Il est temps que M. Denis Sassou Nguesso... Mais déjà, qu'on le veuille ou non, à son âge, il ne peut plus rien proposer. De toute façon, 42 ans, c'est quand même beaucoup, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il peut encore proposer dans les 5 ans qui vont venir? Surtout que, bon, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, son âge est assez avancé. Et je me pose même la question si il a encore le temps de réfléchir. Mais
J'en doute, voilà. En tout cas, merci Chris Mbouiti, l'heure est arrivée à la fin. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir eu sur R7. Je rappelle que vous êtes activiste pro-démocratie, porte-parole du mouvement Ras-le-bol, section France. C'est grand merci, vous dire encore merci, voilà, du temps que vous avez disposé pour voilà, nous rappeler un certain nombre de choses. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo et partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement. Merci.